Je vous souhaite la bienvenue dans En cas de tracas. Ici, on parle d'alimentation émotionnelle, sans détour, sans tabou et toujours avec nuance. Je suis Julie Rojon, votre hôte, formatrice, autrice et spécialiste de cette thématique complexe. Ce podcast, je l'ai créé pour toutes celles et ceux qui veulent comprendre ce qui se joue dans leur rapport à la nourriture et aussi pour les pros qui les accompagnent. Parce que derrière ce que l'on mange, il y a ce qu'on ressent, il y a ce qu'on vit. Manger est un langage, apprenons à le décoder ensemble. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un paradoxe, un paradoxe que je rencontre absolument partout dans mon travail, que ce soit chez les personnes qui souffrent de leur rapport à l'alimentation, d'alimentation émotionnelle souffrante, de troubles des conduites alimentaires, d'anxiété, ou même chez les professionnels que je forme. J'ai l'impression qu'on a presque tous appris qu'aller mieux consistait à reprendre le contrôle. C'est vrai que c'est un peu l'adage de nos sociétés, le contrôle. Contrôler ses émotions, ses pensées, ses envies, son alimentation, son corps. Je m'arrête là, mais clairement, la liste est très longue. Et pourtant, plus on essaie de contrôler certaines choses, plus elles semblent prendre de la place. Plus on se répète, il faut surtout pas que je pense à ça, plus cette pensée revient. Je suis sûre que vous en avez déjà fait l'expérience. Plus on se dit « je ne dois pas manger cet aliment », plus l'envie devient envahissante. Et plus on cherche à ne plus ressentir une émotion, plus elle semble s'imposer. Et c'est un paradoxe que je trouve fascinant parce qu'il traverse beaucoup de souffrances psychologiques et je trouve qu'il est aussi au cœur de notre relation avec l'alimentation et de ce que je vais appeler l'alimentation émotionnelle. Alors aujourd'hui, j'avais envie qu'on essaye de comprendre justement pourquoi notre cerveau fonctionne comme ça. Pourquoi la lutte finit-elle parfois par nourrir exactement ce que l'on voudrait voir disparaître? Et surtout, comment on accompagne quelqu'un sans alimenter ce combat malgré nous en tant que thérapeute, accompagnant, etc. Et pour en parler, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Ariane Garcia, qui est psychologue et qui travaille notamment avec les thérapies cognitives et comportementales de troisième vague, ce qui nous fait un point commun. Alors, Ariane, pour les personnes qui ne te connaissent pas, ce que je te propose, c'est de te présenter comme tu le souhaites. Déjà, bonjour à tous et à toutes et merci, Julie pour, ton invitation aujourd'hui pour discuter de ce sujet, passionnant. Donc je suis, psychologue, spécialisée dans l'accompagnement des troubles, des conduites alimentaires, depuis, plusieurs années maintenant. Et je travaille actuellement depuis quelques années aussi, exclusivement, en libéral et en visio. Et j'accompagne des personnes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires, dont tels que l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie. Mais j'accompagne également beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément de troubles du comportement alimentaire, de TCA, mais qui vont avoir ce qu'on va appeler une relation, troublée à l'alimentation, au corps, ou à l'activité physique aussi. C'est souvent des thématiques, qui reviennent beaucoup. Et pour ça, effectivement, je me suis formée à la thérapie d'acceptation et d'engagement pour, pouvoir accompagner, les personnes avec ces problématiques, mais aussi également à l'alimentation intuitive, l'approche américaine qui permet justement, hein, les 2 pour moi, ces 2 approches qui sont intimement, liées et qui permettent justement de, est-ce que c'est lâcher le contrôle à proprement parler? On y reviendra, je sais pas, mais en tout cas lâcher la lutte, et aller vers, quelque chose de plus, épanouissant en tout cas, et changer de stratégie en tout cas dans notre relation, à l'alimentation, au corps, et cetera. Voilà. Mmh. Et tu parles de lâcher le contrôle, alors je vais surfer sur cette expression. Finalement, ce qu'il y avait en toile de fond dans mon introduction, c'est pourquoi la lutte renforce le problème. Donc là, il y a un parti pris, bien sûr, dans la Mmh mh. question que je pose. Et je crois qu'on est beaucoup à avoir grandi avec cette idée qu'une émotion désagréable, une émotion intense est un problème à résoudre. D'ailleurs, Mmh. souvent, on parle pas d'émotion désagréable, on va plutôt dire une émotion négative. Alors, j'en ai Négative. déjà longuement parlé dans ce podcast. Les émotions, on les classe pas finalement de Mmh. manière positive ou négative, elles sont juste agréables ou désagréables à ressentir. Bref, je referme la parenthèse, j'en ai déjà longuement parlé ici. Mais l'idée, c'est qu'il faudrait à tout prix ne pas ressentir cette émotion qui est désagréable, qui est intense, parce qu'elle est vécue comme indésirable. Et Mmh. in fine,
on lui donne ce qu'on appelle une valence négative, donc on va lui mettre une étiquette négative sur le front qui va nous empêcher de l'appréhender pleinement. Alors, à ton avis, d'où vient cette idée? Est-ce que cette idée, justement, de ne pas vouloir ressentir des émotions dont voilà qu'on n'arrive pas à appréhender, est profondément humaine, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on aurait appris? Je Moi, je dirais qu'il y a un petit peu des 2 dans ce que je connais du mode de fonctionnement, humain. Heu, c'est qu'à la fois, effectivement, en tout cas dans notre société, en France, hein, je vais parler de voilà, dans la société que je connais, l'appréhension des émotions désagréables, en général, on est plutôt sur, essayer de les réprimer, d'essayer de faire en sorte de pas les ressentir finalement. Il va y avoir aussi des choses assez genrées, dans la manière dont on va, éduquer, les personnes éduquées en tant que garçons et les personnes éduquées en tant que filles. Voilà, il y a quand même certaines émotions en tant que filles qui vont être beaucoup moins bien acceptées, dans notre société, comme la colère, par exemple, alors que d'autres vont être pas mal inculquées, comme, la culpabilité, par exemple. Et chez les garçons, ça va être, la tristesse, par exemple, qui va être plutôt, mal vue. Donc il y a vraiment, voilà, pour moi, tout un bloc, sociétal sur, comment on voit les émotions. Comme tu dis, hein, c'est assez fréquent qu'on dise émotions négatives, positives, hem et qu'on perd un petit peu de vue le côté, fonctionnel finalement de toutes les émotions. Et voilà, donc on va avoir tendance, dans les modèles éducatifs aussi, parfois, à dire, ou à minimiser aussi, les émotions, dire: «Bah, ça va, tu vas pas pleurer pour ça, pourquoi tu te mets dans cet état-là? Il y a aucune raison». Donc déjà, dès le plus jeune âge, on apprend que, en fait, il y a des choses qui sont OK de ressentir, d'autres pas, ou en tout cas, les exprimer, ça peut être, difficile, quoi. Donc pour moi, quand même, l'enjeu sociétal est quand même, important. Maintenant, alors la question, moi je suis pas neuropsychologue, donc je rentrerai pas dans des détails, neuropsychologiques de ce côté-là. Mais ce que je peux dire de ce que je connais avec mes formations en TCC, c'est que malgré tout, hem, le cerveau, c'est quand même pas une machine, un organe en tout cas qui est fait pour résoudre des problèmes. Et il est plutôt bien foutu, pour ça finalement, hein, il y a un problème qui se présente, qu'est-ce que je peux faire pour que ça s'arrête, hein? Sauf que, le souci, c'est que notre cerveau, il fonctionne plutôt pas mal. Je sais que j'ai appris ça en thérapie d'acceptation et d'engagement. Il fonctionne pas mal pour résoudre les problèmes extérieurs à nous-mêmes, quoi, tout dans le monde extérieur, ce qu'on va appeler le monde des 5 sens, donc tout ce que je peux voir, toucher, sentir avec mes sens, à l'extérieur de moi, du coup. Et souvent, on va appeler ça les 2 règles. D'ailleurs, on va dire, il y a une règle qui dit que dans le monde extérieur, si on y passe du temps, des fois plusieurs générations, hein, mais si on y passe du temps avec nos cerveaux humains, des fois on doit s'y mettre à plusieurs aussi, on arrive quand même à résoudre beaucoup de problèmes. Il suffit de voir les avancées, depuis que l'homme est homme, que ce soit pour la communication. Enfin, je veux dire, on est passé de, allumer un feu de colline en colline pour pouvoir s'envoyer des messages à, là, tu vois, on peut se faire notre truc, toutes les 2 facilement, si tu étais à New York, on pourrait quand même le faire facilement. Les moyens de pour se déplacer aussi, hein, donc avant c'était quand même, il fallait plusieurs mois pour, parfois aller d'un pays à l'autre. Maintenant, en quelques heures, on y est. Bref, j'en passe, dans la médecine, la technologie, peu importe. On a énormément évolué grâce à nos cerveaux humains qui sont vraiment très bien fichus pour résoudre les problèmes. Donc ça, c'est la première règle. Notre cerveau est bien fichu pour résoudre les problèmes extérieurs. Mais la deuxième, c'est que le souci, c'est que là où on peut se bloquer un peu, c'est que notre cerveau, il va essayer de reproduire la même chose avec nos problèmes intérieurs. Donc, toutes les choses qui nous sont difficiles, que ce soit des émotions difficiles, des souvenirs difficiles, que ce soit des pensées qu'on peut avoir,
peu importe, toutes les choses qu'on peut avoir à l'intérieur de nous et qui sont difficiles à ressentir, bah, notre cerveau, il va essayer de mettre en place les mêmes stratégies, de se dire, bah ok, il y a un problème, comment je peux le résoudre, comment je peux faire en sorte que ça s'arrête, quoi. Donc il va y avoir un petit peu ce réflexe finalement de mettre en place ce qui marche très bien dans le monde extérieur, dans le monde intérieur. Sauf que moi, souvent, je demande à mes patients, bah ok, il y a eu beaucoup d'avancées pour nos problèmes extérieurs. Des fois, je donne l'exemple aussi du Covid, par exemple, enfin, le truc qui a vraiment tout bloqué, etc. Enfin, ça a été très très compliqué. Et puis plusieurs cerveaux s'y sont mis ensemble et puis ils ont trouvé un vaccin. Hop, et puis les choses sont allées mieux petit à petit. Je dis, mais est-ce que dans notre monde intérieur, l'être humain, depuis qu'il bosse sur ce sujet, est-ce qu'on a vraiment réussi à faire des avancées aussi importantes? Et quand on y réfléchit, bien souvent, bah, en fait, c'est non, quoi. Depuis le temps qu'on essaye de mettre en place des choses pour arrêter de souffrir, pour arrêter de ressentir des émotions désagréables, en fait, on n'a toujours pas trouvé comment faire. Donc vraisemblablement, la deuxième règle, c'est que pour nos problèmes intérieurs, ça fonctionne pas tout à fait pareil. Sauf que, bah, notre cerveau, son réflexe, hein, ça va être d'essayer d'employer ces mêmes stratégies, quoi. Un problème égale une solution. Si je ressens, j'en sais rien, de la tristesse, du chagrin, comment faire? C'est trop désagréable, comment je peux faire pour arrêter de ressentir ça? Bah, il va essayer de trouver des stratégies, pour, essayer, d'enlever ça. Sauf que bien souvent, bah, ça va avoir tendance à nous coincer encore plus, on y reviendra, dans cette souffrance plutôt que nous en libérer, vraiment, durablement, quoi. Donc, Mmh. voilà, moi j'aime bien cette explication des 2 règles. Souvent, je trouve que ça exprime bien, comment, c'est quoi nos réflexes avec notre cerveau finalement de tout de suite chercher à résoudre le problème. Et c'est comme ça, notre cerveau fonctionne comme ça, mais bon, bah, on peut aussi apprendre à différencier les 2, à dire: est-ce que les stratégies qui fonctionnent à l'extérieur, elles vont aussi bien fonctionner à l'intérieur? Est-ce que je peux en développer d'autres, du coup, si ça fonctionne pas?» Donc pour moi, il y a un peu les 2. Je pense qu'il y a un peu des réflexes, innés qu'on a, de notre cerveau et puis, bah, la société vient en rajouter une Mmh. petite couche, pour nous dire que si on veut contrôler, tout ce qu'on veut et tu parlais du corps aussi. Je pense que enfin, là, on parle des émotions, mais c'est pareil dans le corps finalement. On nous dit tellement qu'on peut contrôler notre poids comme on veut, qu'on peut avoir la silhouette qu'on veut, alors que ça aussi, c'est plutôt de l'ordre de notre monde intérieur et que ça fonctionne pas tout à fait comme ça. Donc Mmh. voilà. Et il y a une grande part dans ce que j'entends de ce que tu dis, c'est que finalement il y a une grande part sociétale, culturelle, qui est liée à notre mode d'éducation, la façon dont on évolue, dans cette société française comme tu l'as justement dit. Et en même temps, il y a ce réflexe, intérieur, inné, qui nous pousse à trouver des stratégies pour ne pas ressentir ce qui est désagréable pour nous. Je pourrais peut-être même aller plus loin, tu vois, dans le cœur de ta réflexion et se dire, enfin, c'est plutôt poser une question ouverte. Mmh. Si on avait grandi dans une autre culture, alors j'en ai pas à citer, mais où les émotions sont les bienvenues, on nous apprend dès le plus jeune âge à avoir une haute intelligence émotionnelle, à accueillir toutes nos émotions, agréables comme désagréables, qu'elles aient toutes une valence positive. Finalement, est-ce que notre cerveau essayerait de trouver des stratégies d'adaptation comme d'aller manger, puisque voilà, on va parler probablement alimentation, hein, tu disais voilà, comment est-ce que je fais pour trouver une stratégie Mmh. d'adaptation? Ça peut être celle de manger pour vraiment chercher un côté sédatif, un côté anesthésiant, aussi bien cérébral que physique. Voilà, je peux pas répondre à cette question, mais c'est vrai que c'est Mmh. intéressant de voir aussi comme toutes ces questions peuvent s'imbriquer. Bah, je pense qu'aussi c'est enfin, du coup, pour moi, c'est aussi le rôle de la prévention en santé, de manière Mmh. générale et en santé mentale. C'est-à-dire que, OK, peut-être qu'on a certains, réflexes ou, je sais pas, je prends l'exemple, par exemple, des addictions. On sait qu'on n'est pas tous égaux, par rapport, Mmh. à ça et que, ou même des addictions où, je sais que dans l'anorexie mentale aussi, il y a pas mal de données qui montrent qu'au niveau physiologique, c'est pas que psychologique, au niveau Mmh. physiologique, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Il y a des personnes qui sont prédisposées à développer ce type de problématique-là. Donc ça, on sait que c'est présent malgré tout. Hem, il semblerait que, si, dans nos modèles, donc de société,
on a été davantage porté sur la prévention, de pouvoir, du coup, effectivement informer, mais aussi, pouvoir accompagner dès le plus jeune âge, ben, les personnes à pouvoir appréhender leurs émotions différemment, à pouvoir, prendre soin de leur image corporelle, à pouvoir reconnaître aussi, quelles sont les difficultés que je peux, rencontrer, à qui je peux en parler. Donc je pense que malgré tout, est-ce que notre cerveau resterait, tel qu'il est? Bah, oui, je pense qu'il fonctionnerait Mmh. toujours de cette manière-là et qu'en plus de ça, moi je trouve ça aussi important en tout cas, dans les modèles avec lesquels je travaille, il s'agit aussi de dire que si notre cerveau, il fonctionne comme ça, c'est pas non plus pour rien. En général, c'est aussi, adaptatif et ça a été positif pour, l'évolution de notre espèce, finalement. Donc on veut pas forcément modifier la manière dont fonctionne, notre cerveau, parce que parfois c'est bien utile. Souvent j'explique ça avec, par exemple, le phénomène de distorsion cognitive qu'on peut faire, au niveau psychologique. Tu en as peut-être déjà parlé, Personne dans ce beaucoup. podcast. Mmh. Mais voilà, de dire qu'en fait, c'est un phénomène qui est normal. On cherche pas à ne plus en avoir justement, hein, parce que sinon on repart à nouveau dans la lutte de, bah, il faudrait que mon cerveau fonctionne différemment, que j'arrête de penser ça, que j'arrête d'avoir ces réflexes. L'idée, c'est pas de se dire que je devrais plus avoir de réflexes. Notre cerveau, il fonctionne comme ça. Donc c'est là où on parle d'acceptation aussi, de pouvoir accepter le fonctionnement de notre cerveau. Mais est-ce que je peux développer un regard observateur sur ça plutôt que d'être constamment aux prises de la machine automatique finalement. Et ça, de mon point de vue, je pense que si on avait un modèle de prévention ou même au niveau sociétal, hein, si on parlait de nos émotions de manière différente, voilà, comme tu le décrivais, est-ce qu'on se coincerait encore avec cette histoire des deux règles? Très certainement. Mais peut-être qu'on aurait beaucoup plus d'outils, pour, essayer de se décoincer, plus rapidement ou pour demander de l'aide plus rapidement, si Mmh. besoin. En tout Mmh. cas, c'est ma croyance. Je crois que Mmh. la prévention peut quand même faire beaucoup et que ça pourrait au moins réduire, je pense, énormément de choses. Après, est-ce que ça enlèverait la souffrance? Pas du tout, puisque la souffrance, en tout cas dans la thérapie d'acceptation et d'engagement, le postulat qu'on fait, c'est de se dire, que la souffrance, c'est inhérent à notre expérience d'être humain. On Ouais. ne peut pas, s'y soustraire. Donc non, en fait, ça, on peut pas y échapper. Par contre, on peut essayer d'apprendre à ne pas s'en rajouter, de manière, supplémentaire. Et souvent, c'est ce qui se passe quand on cherche à lutter, contre, ce qui se passe en nous, justement. Complètement. Je crois que c'est Christophe André, je vais déformer ses propos, mais j'ai lu quelque chose de lui qui disait que finalement, la souffrance est le prix à payer de la vie. Et c'est vrai, en fait, là, comme tu le dis, ben, voilà, la souffrance est inhérente à la vie d'un être humain. Il s'agit de pouvoir traverser cette souffrance, comme tu le disais, sans en rajouter une couche. Et souvent, on s'en rajoute une couche parce que on va lutter contre ses pensées. Hein, c'est ce que Mmh. tu disais tout à l'heure. On est tous emprunts à des distorsions cognitives. Donc, des croyances erronées sur la réalité. C'est tout à fait normal, hein. Souvent les gens quand, découvrent ça, ils se disent: «Oh là là, moi je suis complètement azimuté par toutes ces pensées-là». Non, en fait, c'est Mmh. le lot de tous les êtres humains et quand on en repère, bah, parfois on a tendance à s'hyper focaliser sur ces pensées-là et puis à rentrer dans une lutte permanente, hein. Là, je donnais en exemple, d'entrée de jeu, de cet épisode «Ah, il faut surtout pas que je mange, tel ou tel aliment. Aujourd'hui, il faut Mmh. ceci, cela» et finalement avoir ce type de pensée, enferme, nous enferme dans son carcan et nous force à rester uniquement tournés vers elle. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Bah, que clairement, c'est pas mal ça qui se passe parce que, en fait, ce qu'on observe, c'est vraiment c'est vraiment ce dont tu parles là et souvent, moi, je propose, un petit, peut-être que tu proposes aussi une petite expérience, à aux personnes que j'accompagne pour essayer de comprendre ça. C'est, l'expérience de l'éléphant rose, hein, où, on demande aux personnes, n'hésitez pas, si quand vous nous écoutez, peut-être faire l'expérience Mmh. de vous demander, bah, là, les dernières semaines, les derniers mois, combien de fois vous avez pensé à un éléphant rose? Peut-être que ça va être pas très souvent, voire pas du tout. Donc on va se dire: «Bah, c'est facile, hein, là, ce que je vais vous demander de faire, hein, ça va être pendant,
je sais pas moi, 30 secondes, 1 minute si vous arrivez à tenir, mais moi souvent, je tiens moins longtemps parce que ça c'est un exercice qui peut, générer un peu d'agacement chez moi. Mais voilà, pendant, 30 secondes, de vous dire: «Bah, je vais continuer à penser à tout, sauf à un éléphant rose». Et là, essayez de fermer les yeux et de vous dire: «Voilà, la consigne c'est ça, je pense à tout sauf à un éléphant rose». Et puis, voyez, de lever la main, à chaque fois que peut-être, finalement, vous pensez quand même à un éléphant rose. Prenez le temps, de faire cette expérience-là. Souvent, je la trouve très intéressante parce que, ben, on se rend compte, moi, c'est pour ça, je vous dis souvent, je tiens pas très longtemps parce que je en fait, enfin, voilà, ça revient sans cesse et parce que à force de me dire: «Bah, je dois pas y penser», bah, en fait, j'y pense et pareil, là, je vois que j'ai des stabilos roses ou j'en sais rien. Il y a des choses qui vont me ramener constamment, à ça. Et ça, c'est un phénomène tout à fait, normal, du cerveau, qui fait que, bah, quand on essaye à tout prix alors des fois, des personnes me disent, elles ont raison, si on mobilise beaucoup d'énergie à peut-être se distraire pour penser à autre chose et cetera, bah, en fait, ça peut pas mal fonctionner. Mais souvent, en fait, on se rend compte, hein, dans certaines études de psychologie, c'est que, bah, dès lors qu'on va arrêter, de mettre en place ces efforts pour arrêter de penser à cette chose à laquelle on ne veut pas penser, bah, en fait, ça revient et ça revient même d'autant plus fort, en fait. Mmh. Donc c'est des stratégies, encore une fois, dans certains contextes, il s'agit pas de dire que la distraction, c'est une stratégie qui ne sert, jamais à rien. C'est plus de se demander: «Est-ce que c'est une stratégie, que j'utilise, tout le temps ou majoritairement quoi? Ou est-ce que c'est occasionnel? Est-ce que je n'arrive Mmh. plus à tolérer, aucune de mes émotions?» Parce qu'en fait, il y a aussi ça qui se passe avec le temps, c'est qu'à force de lutter, hein, par exemple, je dis n'importe quoi, bah, on parlait de la relation à l'alimentation, par exemple, si je vais manger, heu, pour anesthésier, ce qui se passe en moi, à chaque fois qu'il y a quelque chose de difficile, à l'intérieur de moi. Bah, en fait, avec le temps, ce qui se passe, c'est un peu, la boucle coincée qu'on peut observer, c'est que, bah, plus je mets en place cette stratégie et encore une fois, si cette stratégie, est-ce que ça m'arrive de manger, de manière émotionnelle? Oui, ça c'est normal, c'est important de le normaliser, c'est pas pathologique en soi. Ce qui peut le devenir, c'est si ça devient une stratégie face à tout ce qui peut être difficile de ressentir, hop, je vais aller manger. Sauf que, bah, à court terme, ça peut très bien fonctionner. Il y a des personnes qui disent que ça fonctionne au point, dans l'hyperphagie boulimie, hein, ça peut fonctionner au point où vraiment on se déconnecte de tout, on peut vraiment être dissocié, de son corps, de tout ce qui se passe. Donc, c'est vrai que ça peut avoir un effet, très, très intense. Sauf qu'à long terme, en fait, bah, je n'apprends pas Mmh. à traverser, tu utilisais ce terme-là et que je trouve assez juste, de traverser ces émotions-là et donc ça crée une intolérance avec le temps de plus en plus forte, donc j'ai d'autant plus besoin de ces stratégies-là et c'est là où on peut rentrer dans une boucle coincée où, au contraire, en fait, on voulait à la base ne plus ressentir, mais à long terme, bah, en fait, ça s'aggrave parce qu'en plus de ça, bah, il y a toute la souffrance liée au comportement, finalement qui s'ajoute donc c'est vraiment de se dire, bah, ça se passe vraiment comme ça, encore une fois. C'est notre cerveau, c'est le réflexe qu'il a. Souvent, il y a une autre métaphore qu'on peut donner pour, par rapport à ça, parce que là, je l'ai fait sur les pensées, mais ça peut être aussi sur les émotions. Souvent, on peut proposer aux personnes de s'imaginer, sur un fauteuil, le fauteuil, mais vraiment le plus douillet qui soit. Genre vraiment de s'imaginer sur un nuage, de se dire vraiment: «Oh, c'est le fauteuil le plus confortable qu'on a jamais vu». De s'imaginer assis dessus puis de constater, ben, OK, à l'intérieur, ça me ferait quoi à l'intérieur de moi d'être assis sur ce fauteuil? Et puis après, je précise une petite chose, je dis: «Bon, mais je vous préviens, vous avez un petit capteur au bout de votre doigt qui est relié à une machine qui, si elle détecte le moindre signe de stress ou d'anxiété, bah, en fait, sous votre fauteuil, hyper agréable, il y a une trappe qui s'ouvre et puis vous tombez, dans un bassin rempli de requins, prêts à vous dévorer». Souvent je demande: «Bah, donc je vous ai dit ça, combien de temps vous pensez tenir sur ce fauteuil?»
n'importe quel être humain à qui on dit ça, à qui on dit: «OK, je peux être sur le fauteuil le plus confortable du monde». Si je fais quoi, moins de détection de stress, d'anxiété, je sais que je suis sur cette trappe-là, je sais que je risque de me faire dévorer. Il y a la réponse automatique, encore une fois, de notre corps, de nos émotions. On ne peut pas le contrôler, en fait. Et souvent, ça fait tilt parce qu'on se dit: «Ben, effectivement, je ne peux pas, contrôler mes réactions, émotionnelles». Donc c'est important déjà de faire ce constat-là, mais après de se dire: «Bah, OK, mais du coup, qu'est-ce que je fais?» Peut-être qu'on en parlera aussi, mais Mmh. c'est important de remarquer ça. C'est notre corps, notre cerveau, il fonctionne comme ça. C'est pas un problème, en fait. C'est pas un problème. Souvent, on l'identifie comme un problème qu'il faut résoudre. C'est pas un problème, mais par contre, c'est bon à savoir que si je mets en place des choses pour lutter contre ces phénomènes, qui sont tout à fait normaux, là, ça peut commencer à me coincer, quoi. Mmh, et on entre dans une boucle de souffrance. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est que finalement, une réponse qui est naturelle et fonctionnelle, qui est celle de manger. De l'alimentation émotionnelle, on mange tous. Moi, je le dis tout le temps. Je sais pas, je suis fatiguée, je ceci, je cela, je mange. Ça Mmh. m'aide à traverser ce que je suis en train de traverser. C'est ponctuel. Ça peut être aussi, je sais pas, quotidien pendant une certaine période. Oui. Si ça me soutient, tout va bien. Là où finalement, le bât blesse, c'est quand, cette stratégie va devenir dysfonctionnelle. Et souvent, on le voit, tu l'as dit tout à l'heure, on le voit parce que derrière arrive la souffrance, arrive la culpabilité, arrive la honte qu'on nous a bien apprise. Tu l'as cité aussi, au début Mmh. de notre échange, hein. C'est vrai que c'est, très judéo-chrétien aussi comme façon de fonctionner. Le bien, le mal, je culpabilise, j'ai beaucoup de honte. Ça déclenche beaucoup de souffrance et là, on arrive à être dans quelque chose de dysfonctionnel et entretenir cette boucle-là, de manger pour répondre à ces émotions, si ça nous génère de la souffrance, va être finalement une stratégie d'évitement et un facteur de maintien qui Mmh. va nous dissocier complètement, de notre monde émotionnel. Et à ce moment-là, on arrive aussi bien souvent, comme on souffre, à chercher des solutions à notre souffrance et finalement on est enfermé dans une boucle qui est encore bien plus grande. Mmh. Et alors si on fait un zoom sur, ce que tout ça donne, cette façon de fonctionner de l'être humain au cœur de l'alimentation émotionnelle. Alors moi, quand je dis alimentation émotionnelle, c'est un raccourci, hein, bien évidemment, c'est alimentation émotionnelle qui génère de la souffrance, hein, je le répète souvent. Toi, tu parlais de relations troublées avec l'alimentation. C'est vrai que moi, j'utilise alimentation émotionnelle parce que sinon c'est pas Mmh. très grand public, Mmh mais mh. finalement on parle de la même chose. Et j'ai l'impression que cette manière de fonctionner est exacerbée, justement, quand on parle de notre relation à l'alimentation, par extension aussi de notre relation au corps, qui est bien souvent un des déclencheurs, hein, ou en tout cas, une partie prenante d'une relation à l'alimentation qui génère de la souffrance. Et moi, je vois beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant: «Bah, j'aimerais ne plus avoir envie de manger, ne plus avoir ces pensées obsédantes, Mmh mh. voilà, je voudrais arrêter d'avoir des pulsions, des compulsions alimentaires». Et finalement, elles passent une énergie immense à essayer de faire disparaître, leurs envies et j'ai l'impression même que parfois, le fait de résoudre ces problèmes devient un hobby, une passion, un passe-temps, à part entière et que c'est aussi d'ailleurs un facteur de maintien puisque si j'ai plus cette occupation-là et ben, qu'est-ce qui me Mmh. reste dans ma vie? Est-ce que, c'est justement cette lutte, incessante contre notre fonctionnement humain qui finit parfois par les rendre encore plus présentes? Mais complètement, et je pense que tu as dit quelque chose de très important là, qui est vraiment, le cœur, enfin, en tout cas, un des cœurs, de la thérapie d'acceptation et d'engagement. C'est que non seulement il y a ce processus de plus je lutte finalement contre ma souffrance. Je vais donner vraiment un exemple concret par rapport à justement, les personnes qui ont une relation troublée à l'alimentation. Typiquement, alors ça peut être soit ça, enfin ça peut commencer soit parce qu'effectivement je commence à réguler de manière, automatique mes émotions avec, l'alimentation. Mais ça peut être aussi, parfois la porte d'entrée, c'est comme tu disais, une insatisfaction, corporelle, qui fait que, bah, on revient à la société me dit: «Bah, pour résoudre cette insatisfaction corporelle, fais ce qu'il faut, mange moins, mange mieux, bouge plus et tu vas perdre du poids et tu vas être satisfait, satisfaite de ton corps et ça va bien aller». Encore une fois, le problème, voilà la solution qui nous est proposée. Voilà, tu vas pouvoir contrôler, finalement ton corps à ta guise et tout va bien se passer.
Donc effectivement, les personnes vont commencer à mettre beaucoup d'énergie, vont parfois dépenser de l'argent, vont passer beaucoup de temps à tout faire finalement pour accéder à cette perte de poids ou en tout cas cette modification corporelle pour qu'elle se rapproche de l'idéal qui est qui est recherché, l'idéal corporel. Et donc là, effectivement, c'est là où on va commencer à faire des régimes, à se restreindre, à catégoriser des aliments, ça j'y ai droit, ça j'y ai pas droit, à se dire mon assiette elle doit ressembler à ça je dois l'enlever, ça je dois le rajouter. Donc ça c'est sur tout ce qui est l'alimentation. Pareil, toutes les règles aussi. Peut-être qu'on pourra y revenir, mais tout ça, ça crée un système de règles hyper rigide et notre cerveau adore les règles rigides parce que c'est simple pour lui à traiter, c'est beaucoup plus simple que quelque Et chose c'est de très rassurant, nuancé ouais. et c'est rassurant. Donc, donc voilà, de se dire, j'ai le droit à, voilà, typiquement un plan alimentaire, j'ai le droit à ça, j'ai pas le droit. Le matin, je mange ça, le midi, je mange ça, le soir, je mange ça, et puis on répète tout ça. Tout va bien se passer, c'est simple, c'est facile à appliquer, on y va. Pareil pour l'activité physique. Oh, j'ai mes séances dans ma semaine, c'est ça. Du cardio, du renforcement musculaire, c'est bon, tout est parfait pour vers cet objectif-là. Et aussi, je trouve ça important de le dire. Je reviendrai au point sur lequel je voulais que je voulais aborder à la base, mais désolée, je fais un peu des digressions, mais c'est important, je pense. C'est que, en fait, bien souvent, c'est pas toujours le cas, mais bien souvent, on va ressentir des bénéfices très forts au départ à mettre en place ces choses-là. Donc, que ce soit au niveau de la balance, de la perte de poids, parce qu'encore une fois, si c'est ce qui est souhaité, ou au niveau de la shape, hein, c'est ce qui est souhaité, des modifications corporelles, s'il y en a, ça va être quelque chose, on appelle ça vraiment de très renforçant. Nous, en psychologie, ça nous renforce dans les comportements. Bien sûr, on en retient des bénéfices. Et là, potentiellement, que je vais ressentir des émotions très agréables, où je vais aussi, au niveau de mon estime de moi-même, je vais me sentir peut-être forte, je vais me sentir en contrôle justement de ce qui est en train de se passer. Je vais peut-être, il y a beaucoup de personnes qui disent, moi, dans mes périodes de perte de poids, j'ai beaucoup plus confiance en moi, je vais beaucoup plus m'affirmer. Je sens que dans le regard des autres aussi, les commentaires des autres vont être positifs sur mon corps. Ah c'est super, qu'est-ce que tu as fait, etc. Ça, mais c'est le meilleur cocktail finalement pour notre cerveau pour nous dire, mais j'ai trouvé la solution en fait, j'ai trouvé la solution. Et donc dans ce processus-là, on s'en rend pas tout à fait compte au départ parce que, justement, hein, il y a quand même ce côté très positif qui nous renforce dans tout ça et on se dit: chouette, j'ai trouvé le truc». On se rend pas compte que petit à petit, ça prend en fait énormément de place dans notre vie, ça prend beaucoup de charge mentale en fait, parce que bien souvent les autres qui font des compliments sur la nouvelle shape et tout, ils savent pas derrière ce qui se passe, les heures de sport qui sont mises en place, les restrictions alimentaires, le fait de penser constamment à qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que j'ai le droit, qu'est-ce que j'ai pas le droit. Et tant qu'on tient en plus, hein, tant qu'on est dans le contrôle, hein, encore une fois, on se tout baigne, mais on se rend pas compte déjà de l'impact intérieur déjà que ça a sur nous, parce que c'est masqué par tous les bénéfices qu'on a à court terme. Et on se rend pas compte aussi que par rapport à ce qui est important pour nous dans notre vie, que ce soit dans nos loisirs, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans notre santé, peu importe, on commence à s'éloigner petit à petit de certaines choses. Je sais pas, je donne des exemples concrets. Si je suis invitée, en plus là c'est l'été, donc voilà, c'est typiquement la période des Ouais. apéros. Je suis invitée régulièrement à l'apéro chez mes amis. Alors soit, je vais décider la plupart du temps de pas y aller, par exemple, pour éviter de déroger à, mon régime. Ou alors je vais y aller mais je vais sélectionner, ça va être une grosse charge mentale de me dire qu'est-ce que j'ai le droit de manger là dans ce qui est là, etc. Ou je vais anticiper en amont, il faut que je m'apporte des choses pour que ça soit OK par rapport à mon régime. Donc peut-être je vais déjà être un petit peu déconnectée de ce qui se passe avec les autres si je suis beaucoup dans ma tête à me dire qu'est-ce que j'ai le droit, pas le droit, là j'ai mangé tant, j'en suis où, etc. Voire même au bout d'un moment quand les effets bénéfiques, commencent à s'amenuire, en fait, je vais commencer à manger certaines choses, puis je vais culpabiliser, puis en rentrant chez moi, Mmh. je vais m'en vouloir beaucoup et cetera. Donc c'est là où on commence
dans les choses, où les émotions plus difficiles arrivent, rentrent en jeu. Et donc, c'est un exemple concret de comment ça peut m'éloigner petit à petit. Les séances de sport aussi, par exemple, j'en sais rien. Un jour où vraiment je suis fatiguée, ça fait plusieurs jours, j'ai pas dormi, j'en sais rien, j'ai 2 enfants en bas âge, j'ai pas dormi, hem, c'est compliqué, il y a les dents et cetera, et que j'ai bossé toute la journée et que je me dis: «Non, il faut que j'aille à cette séance de sport», j'y vais. Je me force à y aller, je me dis: «Mais non, il faut tenir, il faut tenir». Bah, en fait, peut-être que par rapport à ce que je souhaite pour ma santé mentale et ma santé physique, bah, peut-être c'est en train de m'éloigner. Mais au départ, on s'en rend pas forcément compte parce qu'il y a tellement de bénéfices que, bah, toutes ces choses-là, on les voit pas. Et au bout d'un moment, bah, comme je disais, hein, ça se fatigue aussi un peu. Puis aussi, il y a un truc qui se passe, c'est que bien souvent, bah, en fait, ces restrictions qu'on tient, ce cadre hyper rigide, que ce soit avec le sport, l'alimentation, bah, petit à petit, on a de plus en plus de mal à le tenir, bien souvent. Puis c'est là, effectivement, hein, donc moins je le tiens, bah, après j'ai de la culpabilité si je le tiens pas, et cetera. Donc là, on a les encore une fois, qu'est-ce que ça va me coûter? Dans qu'est-ce qui est difficile? Bah, peut-être que ça devient de plus en plus difficile. Moi qui voulais me sentir mieux, bah, en fait, peut-être je commence à me sentir même moins bien. Et en plus de ça, bah, en fait, ce qui pouvait m'épanouir dans ma vie, ce qui pouvait m'apporter, de l'épanouissement, de me faire sentir vivante, bah, en fait, ça a été de moins en moins là dans ma vie. Donc c'est un peu double peine parce que à la fois, bah, les émotions négatives, par exemple, par rapport à ma relation à mon corps, bah, c'est finalement, la shape, elle tient pas comme je voulais qu'elle tienne, ou que mes insatisfactions reprennent parce qu'il y a ça aussi, des fois, on a réussi à avoir la shape qu'on voulait, mais en fait, les insatisfactions corporelles, elles elles restent quand même. Il y en a encore certaines qui se maintiennent, donc on se dit que c'est jamais assez, et cetera. Bref, la culpabilité, la honte dont on a parlé, la charge mentale que ça représente, des fois les sensations de faim, devoir lutter contre la faim, bref, tout ça mis bout à bout, bah, en fait, c'est la souffrance par-dessus la souffrance. J'avais une insatisfaction corporelle initiale qui est difficile à vivre, il s'agit pas de remettre ça en question, c'est dur à vivre, mais en plus de ça, là, j'ai tout le reste qui serait ajouté, et en plus, peut-être je me suis éloignée des autres, peut-être que dans mon travail, j'arrive plus à être présente parce que je ne pense qu'à ça, peut-être que dans mon couple, en fait, je n'arrive plus à profiter de certains moments avec mes enfants, et cetera. Et là, on se retrouve vraiment avec un gros paquet de difficultés, et comme je l'ai dit, du coup, on a de plus en plus de mal à faire face à toute cette souffrance, et donc la solution que va trouver notre cerveau, c'est de nous dire: «Je dois faire d'autant plus ce que je mets en place pour endiguer cette souffrance», et avec le temps, ça ne Ça fait que grossit, grandir. bien sûr. Exactement. Et on retombe dans le contrôle et c'est pour ça que les régimes marchent si bien. C'est que tu l'as très justement dit, notre cerveau va chercher des gratifications immédiates et tout ce que tu as explicité, ça me fait penser à un outil que moi j'utilise beaucoup en TCC qui s'appelle la balance décisionnelle. On va Mmh. finalement comparer l'avantage et l'inconvénient à garder cette attitude, ce comportement, l'avantage et l'inconvénient à le quitter à court terme et à long terme. Et en Mmh. fait, ça nous permet vraiment de voir que on tombe dans le panneau à chaque fois parce que sur le moment, ça me fait du bien. Et c'est logique, hein. En tant qu'être humain, on souffre, on cherche une solution rapide puisque la souffrance est extrêmement désagréable à ressentir, à traverser. Mais à long terme, ce n'est jamais une situation, un mode d'emploi qui est souhaitable puisque tu l'as justement dit. Ça coupe les liens sociaux, on finit par s'ostraciser chez nous, ça génère énormément de souffrance, on a un déficit d'estime de soi qui s'installe et c'est finalement une machine terrible, hein. Moi, j'ai en tête une machine qui broie finalement l'être humain et au cœur de tout ça, on a l'illusion du contrôle parce qu'on a besoin de se défaire de cette souffrance qui est importante. Mmh. Ouais. Et finalement, ce qui entretient la souffrance, c'est aussi la culpabilité et la honte qui arrivent après un comportement qui serait inadapté avec toutes les règles que tu as évoquées, hein, des règles, alors j'en ai déjà pas mal parlé dans ce podcast, hein, mais tu vois, des règles très rigides qui s'installent au fur et à mesure du temps, qui sont parfois d'ailleurs, qui s'entrechoquent, qui sont parfois antinomiques et Oui. qui coexistent. Mmh Mais mh. bien souvent, la culpabilité et la honte arrivent après
tout ce processus-là. Et initialement, la culpabilité et la honte, elles ont plutôt pour vocation à nous permettre d'adopter un comportement qui est adéquat, à se dire ah bah voilà, j'ai peut-être eu une attitude qui était pas super chouette envers je sais pas une personne que je côtoie, et OK, la Mmh, prochaine fois j'essaierai de faire mieux. Donc elle a une mmh, raison sociale. Néanmoins, là, il me semble que ce sont deux émotions qui sont finalement au cœur du réacteur et qui vont alimenter le problème avec la relation souffrante, en tout cas avec mmh, l'alimentation. Qu'est-ce que carrément. t'en penses? Bah, ce que j'en pense, c'est que, tu vois, je reviens aussi à ce qu'on se disait sur la société, pour le coup, et qui encore une fois, hein, selon moi, si on parlait de relation au corps et à l'alimentation de manière plus adaptée, dans le sens où, plutôt que de renforcer, en fait, ces mécanismes de culpabilité et de honte avec quels sont les bons comportements, mauvais comportements, souvent, c'est en alimentation intuitive que j'ai appris ça, de dire un peu aux personnes, bon là, vous culpabilisez d'avoir mangé ça, mais est-ce que vous avez tué la personne qui vous a préparé ça? Bah non, non, j'ai pas tué la personne qui a préparé ça. Donc en fait, ce niveau de culpabilité que vous ressentez, il est pas adapté en fait. Manger un biscuit, 2, 3, même 5 biscuits, bah ça corrobore pas avec un tel niveau de culpabilité. C'est de pouvoir remettre aussi les choses à leur place. Sauf qu'on est dans une société qui pousse l'hyper-contrôle. Enfin, je sais pas, j'ai un exemple comme ça, d'une personne, qui est très en vogue, et qui, somme tout le monde, en tout cas, si on veut être en santé et cetera. Parce que ça aussi, il y a la shape, mais des fois il y a la santé, puis souvent ça va un peu ensemble. Dans les croyances, sociales, hein, de dire, si on est mince, on est en bonne santé, si on est gros, on est en pas bonne santé, bref. Donc cette personne-là, dit à qui veut l'entendre que si on contrôle notre glycémie, comme il faut, et ben, tout va bien se passer, on va être en super forme et puis en plus on va, être plutôt mince puisque c'est ce qui est associé à la santé, même si là aussi j'aurais pas mal de nuances à apporter. Donc en fait, je parle de cette personne-là, mais c'est, des fois, des diététiciens, diététiciennes, des médecins, à la télé, à la radio, dans des lignes de grande écoute qui vont, venir parler de contrôle finalement, hein, qui vont montrer, des paquets de biscuits et qui vont mettre, des carrés de sucre dessus en disant: «Bah, voilà, vous vous rendez compte, le nombre de sucre que vous mangez ça, le sucre, c'est pas bon à cause de ça, 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 ça». Il y a plein de choses qui sont prouvées. Encore une fois, on sait effectivement manger une alimentation, hautement transformée, principalement dans notre alimentation, manger un taux de sucre, de sel, de gras saturés, on sait que passer à un certain niveau, ça a un impact sur notre santé, en fait. OK. Mais la manière dont c'est communiqué systématiquement sur il y a la culpabilité, il y a la honte, il y a la peur aussi de faire peur, en fait, avec, ces choses-là et de dire: «Voilà, si vous faites ça, vous allez avoir, un corps sain, vous allez être Mmh. bien, vous allez être la bonne personne aussi». Il y a une valeur. Moi, souvent, ce que j'aime bien dire aussi, c'est: «Est-ce qu'il y a une différence nutritionnelle entre un pépito et une pêche?» Oui, ce n'est pas la même chose au niveau nutritionnel. Est-ce que le pépito, il apporte rien au niveau nutritionnel, là, les fameuses calories, vides qui servent à rien? Bah non, en fait, parce qu'il y a quand même des nutriments dans un pépito. C'est-à-dire que si j'ai très faim à un moment donné et que ce qui est disponible, c'est un pépito, puis qu'en plus ça me satisfait, parce que ça aussi, ça en fait partie, on n'en parle jamais, Mmh. ça me satisfait, ça permet de faire le job, et cetera. Bah oui, mange le pépito, en fait. On va plutôt manger le pépito plutôt que de se dire: «Je vais rester avec ma faim le plus longtemps possible jusqu'à qu'il y ait quelque chose de healthy». Je mets des guillemets parce que ceux qui me voient pas ne voient pas que je mets des guillemets à healthy. Voilà, tant qu'il y a pas un truc, sain à manger, je ne mangerai pas. Ça nous crée vraiment un référentiel et là, pour le coup, je trouve que la société, engendre énormément. Alors oui, notre cerveau, il est fait pour plutôt aimer les règles rigides. Donc typiquement, en fait, il va adorer ce type de discours-là et il va s'y référencer énormément. Surtout si on nous dit qu'à la clé, il y a le bonheur, il y a le bien-être, il y a tout ce qu'il faut si on fait, voilà, ouais, on cherche le bonheur, hein, c'est pareil, c'est humain de vouloir chercher à être heureux, il y a pas de souci avec ça. Sauf que,
les messages finalement grand public dans notre société sur le rapport au corps, sur le rapport à l'alimentation, bah, ça va être systématiquement sur le contrôle, sur ça vous devez le faire, ça vous devez pas le faire. Avec les enfants, je n'en parle même pas. Voilà, de dire là, vous donnez de la merde, encore une fois, je cite, à vos enfants, là, vous mangez de la merde. Vraiment tous ces termes-là aussi utilisés pour parler d'alimentation. Donc, en fait, certes, il y a des prédispositions de notre cerveau, mais malgré tout, on est quand même dans un système, hein, on appelle ça la diète culture, la culture des régimes. Il y a aussi la grossophobie qui est une forme d'oppression, en fait, qui on partage, on est tous, toutes grossophobes par défaut, hein, parce qu'on a tous, toutes bien intégré toutes ces croyances-là autour desquelles être mince c'est mieux, être grosse c'est moins bien, et puis pour plein de raisons. On est mince, on est en meilleure santé, on a plus de volonté, on a voilà un mental. Si on est une personne grosse, ça va être tout l'inverse. Bref, quelque chose de très dépréciatif. Donc, tout ça mis ensemble, plus notre cerveau qui aime les règles rigides, bon bah effectivement, on est dans un magnifique cocktail pour en arriver à de la honte et de la culpabilité de manière disproportionnée, comme tu le dis. Encore une fois, toute émotion est fonctionnelle, elles ont une fonction. Si j'ai commis un délit, un crime, ressentir de la culpabilité, de la honte, bon bah ça vaut peut-être le coup effectivement de les ressentir et puis de se demander là, ok, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai apporté atteinte à des personnes, de quelle manière, etc. Là, on est en train de placer de la honte et de la culpabilité sur manger tel ou tel aliment de manière disproportionnée. Et on est aussi en train d'apporter des vertus disproportionnées à manger aussi de telle ou telle manière. Et donc, encore une fois, mon pépito, ma pêche, ça n'a pas la même valeur nutritionnelle. Par contre, en termes de valeur morale, c'est important de travailler à les mettre sur le même point en fait finalement. Parce que comme ça, si j'ai envie de pépito, ben je mange des pépitos, mais si j'ai envie de pêche, je peux manger de pêche et je suis plus dans la lutte, effectivement, le contrôle, dans quelque chose de culpabilisant. Si je mange mon pépito, je le mange. Je peux très bien avoir une alimentation variée, équilibrée, équilibrante, qui me fait du bien en mangeant, certains de ces produits, tout en mangeant aussi autre chose et ça, on sait que pour la santé physique et mentale, c'est plutôt bénéfique à long terme. Mmh. Ce que j'entends dans ton discours, c'est que finalement, et je pense on se rejoint complètement là-dessus, je pense pas déformer ton propos en disant ça, mais que finalement, la culpabilité et la honte, telles qu'elles sont ressenties après une prise alimentaire, sont disproportionnées et sont finalement peut-être le plus grand facteur de maintien d'une relation à l'alimentation souffrante, puisque finalement, si elle n'existait pas, bah, nos prises alimentaires seraient un non-sujet et probablement que ces prises alimentaires seraient fonctionnelles et s'en iraient finalement quand elles n'auraient plus besoin de pointer le bout de leur nez. Et Tout cette à fait. culpabilité et cette honte sont, tu l'as très bien dit, interalimentées par tous les messages qui nous sont véhiculés par notre société depuis notre plus tendre enfance et qui me semblent s'accentuer. Ouais, en tout cas, en ce moment, on est Ouais, encore bien, bien dedans. On n'en c'est est ça. pas sorti. On n'en est pas sorti malgré tous nos espoirs. Et tout ça, finalement, tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, à mon sens, doit changer notre manière d'accompagner. En tant que voilà, psychologue, diète, naturopathe, accompagnant, thérapeute, que sais-je. Et je me demande régulièrement si même malgré toute notre bonne volonté, on renforce pas, malgré nous, parfois, cette logique de contrôle, parce que bah on baigne dedans aussi, et quand on reçoit des personnes, eh bien on a envie de les aider. Est-ce que certains accompagnements peuvent, à ton avis, sans le vouloir, transmettre l'idée que le problème, bah, ce sont les émotions, ce sont nos pensées, et finalement rentrer dans une logique de contrôle et de correction de notre propre fonctionnement, qui est aux antipodes de tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, et notamment de la dernière vague des TCC. Mais carrément, en fait, c'est aussi enfin, pas seulement pour ça, moi je parle donc BTCC de troisième vague que je connais, hein, donc la thérapie d'acceptation et d'engagement. Une des choses aussi pour lesquelles une des raisons pour lesquelles elle s'est créée, c'est aussi parce que dans les TCC classiques, il peut y avoir un petit peu ce côté, typiquement, je donne l'exemple de ce qu'on appelle la restructuration cognitive.
qui encore une fois, il s'agit pas de dire que c'est inutile, mais il s'agit de dire que, bah, pour certaines personnes, ça peut devenir coinçant, en fait. Alors déjà, en quelques mots, qu'est-ce que c'est la restructuration cognitive? C'est par exemple, on reprend le terme de distorsion cognitive. Si j'ai la croyance que je euh, je ne serai heureuse que si je rentre dans telle taille de vêtements. Ok. Si j'ai cette croyance-là, cette pensée-là qui m'habite tous les jours et que en faisant un travail psychothérapeutique, je me rends compte que c'est une croyance pas très fonctionnelle, en fait, qui vient justement euh, euh, nourrir tout le processus dont on a parlé aujourd'hui. Bon, bah, souvent en TCC, dite plus classique, ce qu'on va essayer de faire, c'est de la restructuration cognitive. Donc, on va essayer de se dire, OK, à combien de pourcents à peu près cette croyance est vraie? Est-ce que je peux trouver une alternative à cette pensée-là pour essayer de la restructurer? Encore une fois, c'est pas du tout inintéressant comme type de stratégie. Il s'agit pas de dire qu'il faut absolument mettre ça à la poubelle, mais c'est important, comme tu le disais, en tant que personne qui accompagne en thérapie, de se demander là, est-ce qu'avec cette personne, ça peut risquer de renforcer. Moi, souvent, quand même, je préviens les patients parce que malgré tout, c'est quelque chose que je peux quand même proposer de Mmh. temps en temps, de faire de la restructuration cognitive, parce que des fois, en fait, c'est intéressant de pouvoir se dire, ça pourrait être quoi une autre manière. En fait, c'est ça, hein, c'est vraiment se dire, ça pourrait être quoi être une autre manière de voir la situation. C'est pas du tout inintéressant de faire ça, mais c'est de dire à la personne, attention, par contre, observez si, en faisant ce travail-là, vous vous retrouvez dans un ping-pong interne permanent de lutte à nouveau, de se dire, bah, à chaque fois que j'ai cette pensée qui apparaît, j'essaye de convaincre mon cerveau et de lui dire, ah bah non, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, il faut penser comme ci, comme ça. Et est-ce que ça n'a pas comme impact à nouveau finalement de maintenir le focus sur cette pensée-là et de maintenir l'attention et de finalement, bah, en fait, maintenir la lutte? Donc Mmh. en thérapie d'acceptation et d'engagement, pourquoi on essaye d'observer nos modes de fonctionnement psychologique, c'est aussi de pouvoir les accepter, c'est-à-dire vraiment de pouvoir lâcher la lutte. C'est-à-dire, bah, j'ai cette croyance-là, j'ai cette pensée. C'est important de faire bien le processus de dire en quoi elle peut être dysfonctionnelle pour moi, en quoi ça me renforce finalement les comportements que je souhaite pas avoir et les émotions difficiles que je ressens, en quoi ça les majore, etc. C'est important de faire tout ce travail-là aussi. Mais une fois que j'ai fait ce constat-là, si restructurer au niveau cognitif, bah, en fait, ça maintient mon attention dessus, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc c'est là où les processus d'acceptation de se dire, bah, en fait, OK, quand mon esprit me propose cette pensée ou des pensées en lien avec cette croyance, est-ce que je peux me reconcentrer sur, et là, on en revient à ce dont je parlais tout à l'heure, j'ai pas nommé le terme, mais les valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi? Là, maintenant, tout de suite, en présence de cette pensée, où je ne peux pas, on l'a vu ensemble, je ne peux pas contrôler l'apparition de cette pensée. Je sais que quand j'essaye de discuter avec elle, en fait, ça majore la lutte. Ok, est-ce que je peux la laisser être là, mais focus mon attention sur qu'est-ce qui est important pour moi là, ici et maintenant. Typiquement, j'en sais rien, je donne un exemple concret. Euh, j'ai appris peut-être avec les personnes qui m'accompagnent que ça peut être important d'honorer ma faim. Bon, bah j'arrive, là, je suis au taf. Je commence à avoir faim au taf. J'ai pas pensé aujourd'hui à me prendre mon casse-croûte. Bah, il y a une machine qui donne des chips, des Kinder Bueno, des machins, et tout ça. C'est tout ce que j'ai là et que si je mange pas un truc maintenant, bah, ma faim, elle va être importante. Bref. Je me dis, OK, ce qui pourrait être fonctionnel, ça pourrait être de manger quelque chose, en fait. Et potentiellement, soit un aliment, peut-être c'est pas l'aliment qui va le plus me satisfaire maintenant dans l'instant présent. C'est peut-être pas l'aliment que je souhaiterais manger. C'est peut-être pas l'aliment qui va le plus me rassasier pendant des heures. Mais bon, j'ai faim et c'est tout ce que j'ai. Et j'ai appris que ce qui était plus fonctionnel, c'est quand même de répondre à la faim, à minima. Si je peux avoir de la satisfaction et etc., c'est génial. Mais si j'ai pas tout ça, bon bah qu'est-ce que je fais? Si là j'ai ma pensée de ah bah non, hein, parce que voilà, si j'ai ma croyance, bah je ne serai heureuse que si j'ai telle apparence et que en lien il y a
mais je ne peux avoir que telle apparence si je ne mange pas de chips, de Kinder Bueno, etc. Bah, ça va être quoi mon réflexe quand je vais me dire j'ai faim, il y a que ça va être de me dire bah non, non, je dois pas manger ça, c'est pas bien, c'est pas sain, etc. Donc si j'ai pris le temps d'identifier que ça c'est, on n'a pas utilisé le terme aujourd'hui, mais je suis sûre que tu en as parlé dans ton podcast, que c'est de la restriction cognitive à ce moment-là, Mmh. de se dire bah non, je dois surtout pas en manger, etc. Et que j'ai travaillé aussi en termes de processus mon soi observateur, celui qui est capable de me voir en train de faire tout ça. J'ai pas besoin de me dire c'est quoi la pensée alternative. Forcément, hein, je peux éventuellement si ça m'est utile, mais si j'ai remarqué que ça m'était pas utile, je peux aussi me demander, mais là, dans l'instant présent, par rapport à mes valeurs, donc qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui fait que j'ai mis en place, que j'ai décidé d'améliorer mon rapport à l'alimentation? Qu'est-ce qui fait que bah, peut-être là, ce qui serait important pour moi, c'est de faire le choix de manger, de me nourrir, parce qu'en fait, Mmh. c'est ça qui est important pour moi là, Oui, dans quel est mon l'instant besoin présent. primaire? Mmh. C'est quoi mon besoin? Là, c'est de Mmh. manger. Donc, bah, OK, c'est peut-être pas le Mmh. truc le plus satisfaisant. Et encore, si en plus j'aime le Kinder Bueno et que là, ça peut me satisfaire, bah, super, c'est bonus et tout. Mais voilà, de dire, OK, bah, je mets mes petites pièces dans la machine, je me le prends, ça me fait mon encas. Et comme tu Mmh. disais, effectivement, bah, là, à ce moment-là, si je m'aligne avec qu'est-ce qui est important pour moi, là, à ce moment-là, bah, peut-être que là, je fais le choix de ma santé mentale, de mon bien-être, de ma santé physique aussi, parce que j'ai besoin de nourrir mon corps. Mmh. Je fais peut-être le choix de tout ça. Et ma pensée, peut-être que ça va au début, hein, on prévient, bah oui, peut-être ça va venir encore plus faire parler les pensées dans la tête, de dire, ah là, t'es en train de manger un Kinder Bueno, etc. Bah, est-ce que je peux pas revenir plutôt qu'absolument chercher une pensée alternative de, mais si, en fait, j'ai le droit, hein. Pourquoi pas? On peut se rappeler ces choses-là, mais aussi se dire, bah tu peux continuer à causer dans mon esprit. Là, ce qui est important pour moi, c'est mon Kinder Bueno, c'est mon encas, je vais le savourer, je vais me poser avec toutes les choses hein, qu'on peut apprendre en accompagnement. Et donc là, on crée plutôt, donc de l'acceptation, de l'action engagée vers mes valeurs et puis plutôt de la diffusion cognitive, on appelle ça comme ça, de Mmh. pouvoir observer nos pensées en essayant de rediriger notre attention ailleurs, sans leur donner plus d'importance que ça. Alors encore une Mmh. fois, ça se travaille, hein, c'est pas Mmh. mais dans ce cas, on n'est plus dans un process de je discute à l'intérieur de moi, de me dire: «Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai?» et cetera. On est dans si j'ai identifié que cette pensée-là, dans ce contexte, elle ne m'est pas utile, elle n'est pas fonctionnelle, elle ne m'aide pas. Moi, souvent, je dis ça aux patients. Je leur dis, est-ce qu'on peut sortir de ces questions de est-ce que cette pensée, cette croyance, elle est vraie ou pas vraie? Est-ce qu'on peut commencer à se demander, est-ce qu'elle m'est utile là, Mmh. maintenant, tout de suite, ou est-ce qu'elle m'est pas utile? Est-ce qu'elle renforce les problématiques que j'essaye de régler, ou est-ce que ça m'aide à m'en extraire là, cette pensée? Si elle m'est pas utile, bah, peut-être que je peux travailler à justement choisir de mettre mon attention ailleurs et c'est quoi qui est important pour moi? C'est quoi que là, j'ai donné l'exemple de l'alimentation, mais ça peut être, bah, qu'est-ce qui est important pour moi? Là, c'est de lire mon bouquin, de passer un moment avec mes proches. Voilà, je parlais des apéros, bah, de se dire là, ce qui est important pour moi, c'est de participer aux conversations, d'être là et pas forcément d'être collé à mes pensées de: «Bah, là, ouais, tu mangé ça, pas cool et tout» et puis d'être dans: «Ah mais si, en fait, j'ai le droit parce qu'en fait, il y a tel nutriment, il y a tel truc». Bien, c'est quoi qui est important là, en fait? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est là partager l'instant avec les autres? Donc Mmh. voilà, ça peut être un moyen aussi j'en aurais plein d'autres, hein, je pense que c'est une discussion qu'on Mmh. pourrait avoir sur Pendant un des autre heures. épisode entier. Mais voilà, je pense que c'est important de voir qu'il y a aussi d'autres types de stratégies aussi qu'on peut Mmh. développer avec les personnes qu'on accompagne et de faire attention, tu l'as très bien dit aussi, je le dis rapidement, comment nous-mêmes, en tant que personne qui accompagne, bah, on peut être affecté par le fait Mmh. que l'autre en face, la personne qu'on accompagne souffre et que parfois notre réflexe, encore une fois tout à fait humain, va être d'essayer de faire en sorte que la personne ne souffre plus rapidement. Et des fois, on va essayer de proposer des choses pour tout de suite faire en sorte que la personne aille mieux et que donc ça aussi, c'est très important Mmh. d'observer nos propres stratégies d'éloignement, hein, ou d'évitement, peu importe comment on le nomme, parce que, bah, ça peut en fait, ramener, maintenir le patient dans ses processus de lutte finalement, plutôt que d'essayer de se dire: «Mais en fait, oui, là, Mmh. c'est dur et on peut travailler l'acceptation, on peut travailler la reconnaissance de ce qui se passe, on peut travailler, bah, est-ce que je peux quand même, en présence de ce qui est difficile, me connecter à mes valeurs?
et Ouais, cetera, ouais, quoi. Mais c'est pas évident et même quand on ouais. le sait, même quand on s'y exerce, bah, on a quand même nos réflexes, en tant que Bien professionnel sûr, et et c'est parfois OK. on peut tomber dans le panneau, et moi c'est quelque chose que je rabâche tout le temps dans ma formation. C'est vraiment l'adage, c'est toujours de vouloir répondre à la souffrance, de vouloir donner des solutions. Il me semble que c'est pas du tout le chemin qui est le bon, voilà, celui à suivre, même s'il est louable en tant qu'être humain. Et ce que tu as dit, si je le résume en quelques mots, me semble très juste, et c'est finalement en tant qu'accompagnant, en fait j'accompagne la personne dans toute son intégralité, en prenant en compte son fonctionnement, tous les systèmes dans lesquels elle évolue. Et en fonction de tout ça, eh bien, je vais proposer, par exemple, la restructuration cognitive. Alors moi, j'adore ça sous forme de discussion socratique, remettre en question finalement, même si je la garde cette question, bah peut-être qu'en fait on peut en discuter. Tout Il y a à des fait. personnes pour qui, ben voilà, trouver une réponse alternative, ça va clouer le bec à leur pensée initiale, et puis pop, on n'en parle plus. Et d'autres personnes pour qui, tu l'as dit, on rentre dans une lutte permanente. Donc à ce moment-là, on fait un pas de recul. On fait, tu l'as très justement dit, ce qu'on appelle de la diffusion. Je vois cette pensée passer. Je travaille ma pleine présence. Bon, je la laisse passer. Elle est là, elle coexiste. Elle Mmh. est dans mon théâtre alimentaire. Tu vois, moi souvent j'aime bien imaginer aussi Mmh. je Mmh. trouve que ça aide d'avoir un côté visuel, j'imagine des Oui. archétypes. OK, c'est machin, il est en train de ramener sa fraise, de me dire ça, ça, ça. Bon, bah, Mmh. OK, il est là, il est en train de me dire ça, mais bah, moi, en même temps, j'ai bossé sur, qui j'étais, je suis allée chercher ce qui était important pour moi, mes valeurs, et finalement, tout ça me fait dire aussi qu'accompagner une personne qui souffre de son rapport à l'alimentation, eh bien, ce n'est pas parler de son comportement, finalement, c'est aller travailler sur tout ce qui est autour, et c'est là où je Mmh. crois que beaucoup d'accompagnants, et moi, c'est vraiment mon un peu ma lutte, et ce qui m'anime personnellement, c'est que beaucoup de personnes qui accompagnent se trompent de sujet, vont parler exclusivement du comportement, alors qu'en fait le comportement, c'est pas qu'on s'en fiche, bien évidemment, c'est lui-même qui génère de la souffrance, mais ce qui nous intéresse pour pouvoir l'estomper, pour pouvoir estomper la souffrance, c'est d'aller regarder de manière plus large tout ce qui l'alimente, et d'aller Mmh. mettre vraiment notre attention ailleurs. Tout à fait et de travailler sur les processus qui Mmh. engendrent Qui finalement ces amène tout ça. comportements-là. C'est pour ça en thérapie d'acceptation et d'engagement, on appelle Mmh. ça, c'est une approche, processuelle. On s'intéresse Mmh. davantage au processus de ce qui Bien mène sûr. finalement à majorer la souffrance, au Mmh. comportement, à se retrouver coincé et que on en tout cas, bah, il y a aussi c'est pas juste une croyance, il y a pas mal d'études quand même qui démontrent que ça Mmh. fonctionne quand même pas mal, de pouvoir travailler sur ces processus. En fait, ben, ça permet petit à petit d'aller vers le Graal, qu'on vise en général, qui est la flexibilité psychologique, Mmh. donc d'être capable, en présence de ce qui est difficile, en présence de souffrance, en présence d'insatisfaction corporelle, en présence de plein de choses difficiles, bah, pouvoir quand même vivre la vie, qu'on a envie de vivre et développer les valeurs qu'on a envie de développer, pouvoir être dans notre vie plutôt qu'être dans la lutte, quoi. Pouvoir principalement être dans notre vie plutôt que dans l'évitement de tout ça, quoi. Mmh. Et le mot que tu as prononcé, il est extrêmement important, hein, la flexibilité, finalement, de trouver un cadre de vie, un cadre alimentaire qui est flexible, là où bien souvent, notre rapport à l'alimentation, notre rapport au corps est régi par des règles Ouais. extrêmement, rigides, tu l'as dit tout à l'heure. Mmh. Alors Ariane, il va falloir que je te libère parce qu'on s'était donné une Oui, heure, on est déjà oui, à un petit peu plus d'une heure. Dernière oui. question, si tu peux y répondre rapidement parce que je me dis que ça va turlupiner les personnes qui nous écoutent. Mmh. Quelle différence tu fais entre accepter et se résigner? Parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans le vocabulaire. Mmh. Ouais et je pense que c'est une question importante. Hem, alors se résigner, pour moi, c'est se dire: «Bah, voilà, c'est comme ça, il y a rien à faire, c'est foutu». C'est vraiment le côté, voilà quoi, je baisse les bras et vraiment il y a quelque chose de l'ordre de où souvent on est enfin je sais pas si on est dans en tout cas ça peut être quelque chose d'assez, où je, comment dire? Je suis moins dans quelque chose qui va me pousser à agir, je suis plus dans quelque chose qui va annihiler finalement, les comportements quoi. Dire: «Voilà, c'est foutu, de toute façon c'est comme ça». Ça peut être quelque chose d'un peu dépressiogène, hein, parfois de dire: «Bah, voilà, je suis résigné». Après encore une fois, dans certains contextes, se résigner à certaines choses, bah, ça peut être intéressant. Mais pour moi, l'acceptation, c'est un processus, à part entière
Mais par contre, c'est pas, moi j'aime bien quand même dire que c'est pas, j'avais un formateur qui disait ça, et je trouvais ça très juste, il disait c'est pas cool l'acceptation. Parce que souvent on a cette idée qu'accepter, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose de, ah, j'accepte et puis voilà, j'ouvre tout en moi, puis tout cool finalement, hein, j'accepte, donc tout va bien. L'acceptation, c'est quoi comme processus? C'est typiquement, je prends l'exemple de l'insatisfaction corporelle. Par exemple, je suis insatisfaite de mon apparence physique. Quand je me vois dans un miroir, c'est douloureux. J'en souffre. L'acceptation, c'est quoi? L'acceptation, c'est de pouvoir, justement, c'est l'inverse de la lutte, c'est de pouvoir, en conscience, se dire, ben, en fait, je rentre en contact avec ce qui est difficile pour moi. En fait, je le laisse là. En fait, je ne vais rien en faire. C'est difficile, je peux poser des mots dessus, je peux poser le constat, là c'est difficile, c'est douloureux. J'aimerais bien avoir un autre type de corps et c'est difficile là, l'écart qu'il y a entre l'insatisfaction corporelle, c'est ça, entre l'idéal que je souhaiterais avoir et comment je perçois mon corps, l'écart entre les deux, c'est difficile. Et accepter, c'est justement de faire attention à nos réflexes, de se dire ah bah là, ça me plaît pas ce que je vois dans le miroir, il faut que je fasse attention à ce que je mange, etc., etc. C'est pouvoir se dire, bah en fait, cette douleur, elle peut coexister avec, bah en fait là, je vais rien en faire et je vais, c'est quoi qui est important pour moi en présence de cette souffrance qui est là, qui est difficile, c'est important de la nommer. Après, on peut travailler autre chose qui s'appelle l'autocompassion aussi. On peut Oui, compatir à ce que soi-même j'allais de dire. vivre ça, hein, de se dire bah c'est douloureux, mais tout être humain qui ressent un écart entre ce à quoi il aimerait ressembler et ce à quoi il pense ressembler, bah en fait va souffrir. C'est humain de ressentir ça. On peut y compatir, mais de se dire bah ok, en présence de ça, c'est quelle relation avec mon corps que je souhaite entretenir, malgré tout. Même si c'est douloureux, même si c'est difficile, bon bah ok. Ben qu'est-ce qui m'aide? Peut-être bouger avec pour le plaisir. Peut-être me reposer quand j'ai besoin de me reposer malgré tout, même si il y a cette souffrance qui est là. Ça va être peut-être honorer ma faim, alors que je peux avoir ces pensées réflexes de me dire bah non, regarde à quoi tu ressemblais ce matin, peut-être on va éviter. Qu'est-ce qui me permet quand même de continuer à nourrir une relation positive à mon corps? Qu'est-ce qui m'aide finalement là-dedans en présence de ce qui est difficile? Donc l'acceptation, c'est pas pour ça ou ça a rien de cool. C'est pas très fun, hein, en fait, l'acceptation parce que c'est venir au contact de ce qui est difficile et le laisser être, en fait. C'est ça l'acceptation, c'est s'ouvrir à ce qui est difficile. Que ce soit, là, je parle d'insatisfaction corporelle, mais ça peut être, j'ai été déçue par quelqu'un dans une relation, je vis du stress là par rapport à un événement, etc. Peu importe. On parlait des fameuses émotions désagréables, des choses désagréables qu'on peut ressentir. Est-ce que je peux leur faire de la place pour éviter de lutter et de repartir dans le système dont on a parlé et aller vers quelque chose de plus fonctionnel? Qu'est-ce qui m'est utile? Et sortir justement, la boucle est bouclée, de pour résoudre le problème de mon insatisfaction corporelle, bah, les solutions, c'est manger comme ci, faire ça, etc. Et revenir à ça fonctionne pas comme ça à l'intérieur de moi. Et l'acceptation, c'est un autre processus qu'on veut entretenir, exercer, se dire bah, le pendant de la lutte, ça peut être aussi de se dire bah là, c'est difficile. Je peux développer d'autres stratégies face à ça, l'autocompassion notamment, etc. Et puis, qu'est-ce qui est important pour moi? C'est quoi la personne que j'ai envie d'être? Est-ce que je peux me rappeler de, est-ce que le jour où je disparais, est-ce que j'ai envie que les discours tournent autour de l'incroyable shape que j'avais et tous les efforts que j'ai faits pour obtenir cette shape, ou j'ai envie qu'on se souvienne de moi pour d'autres raisons? Ok, bah en présence de cette souffrance, est-ce que je peux me concentrer sur qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans la vie? Qu'est-ce qui m'apporte de l'épanouissement pour on sort, voilà, je conclurai là-dessus, on sort de qu'est-ce que je peux faire pour arrêter de souffrir vers, bah, en présence de la souffrance qui fait partie de l'expérience de l'être humain, qu'est-ce que je peux rajouter malgré tout comme épanouissement? Qu'est-ce que je peux rajouter comme chose qui me permettent de me sentir vivante? Parce que oui, c'est possible, on peut ressentir des choses très douloureuses à l'intérieur de soi et en même temps pouvoir ressentir de l'épanouissement, se sentir vivant, vivante. On peut développer une relation positive à notre corps
en présence d'insatisfaction, corporelle. On peut essayer de faire en sorte d'y accorder moins de temps, moins de lutte, effectivement. Donc pour moi, l'acceptation, c'est vraiment ça. C'est un processus pas du tout simple, mais qui in fine, souvent j'en avais discuté avec une personne qui m'avait dit: «OK, au départ, c'est pas très agréable, mais in fine, avec le temps, à force de s'exercer, en fait, à force de travailler l'acceptation, on rentre en contact avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Justement, on sort de cette logique de c'est difficile, alors il faut pas le ressentir. On prend le temps de ressentir, on prend le temps de compatir à ce qu'on vit, on prend le temps de comprendre c'est quoi mes besoins derrière ce qui se passe, et cetera. Mmh. Et puis aussi, qu'est-ce qui m'épanouit dans ma vie? Je me reconnecte aussi, à ça, et donc à long terme, plus on travaille l'acceptation quand même, en fait, c'est ça ce que tu disais, en fait. Tu disais on se focus sur le comportement, mais souvent on se focus sur, on veut que la personne arrête de souffrir. Mmh. Et souvent le chemin pour que la personne finisse par moins souffrir, c'est d'essayer justement de se décoller de cet objectif de: «Il faut que la personne arrête de souffrir». On va travailler sur c'est quoi les processus qui entretiennent la Mmh. souffrance, et une fois qu'on y travaille, en fait, à force, ces pensées-là, elles arrivent moins quand même dans notre vie, on y accorde moins de temps, moins d'importance, et en fait, on gagne en épanouissement, et petit à petit, est-ce qu'on souffre encore? Oui, parce qu'on est un être humain, mais elle prend quand même beaucoup moins de place dans notre vie. Et ça paraît un peu Mmh. antinomique de se dire, on va moins se concentrer sur les solutions pour arrêter de souffrir, finalement, mais c'est un Mmh. peu l'idée, finalement. Ouais. Et si je résume en quelques mots, finalement, on reconnaît, on met de la lumière sur ce qu'on est en train de vivre, là où d'habitude on essaie de mettre un voile qui peut être l'alimentation, le sport, on en a parlé, et on dézoome sans pour autant éteindre la lumière. En fait, ça existe, mais il y a d'autres choses qui existent aussi dans ma vie, et de l'autocompassion. Hein, souvent, ce qu'on utilise aussi, c'est techniques de décentrage, de lieu, de personne. Finalement, qu'est-ce que je dirais à mon ami, à mon frère, à ma sœur si elle vivait cette situation-là? Et ça, C'est c'est extrêmement aidant, et ça nous évite en tant que thérapeute aussi d'entretenir la lutte. Et ce que je retiens de notre échange, de ce très riche échange, et je te remercie Ariane pour ton temps, c'est qu'au fond le problème, c'est pas toujours la pensée, l'émotion ou même le comportement, même si ce sont des facteurs de maintien. C'est parfois toute l'énergie que nous consacrons à essayer de les faire disparaître. Et je trouve que c'est vraiment un changement de paradigme, c'est un changement de perspective qui est immense et qui peut vraiment nous amener ou amener les personnes qu'on suit à une vie plus agréable, à une vie plus épanouissante, plus mmh équilibrante. Parce qu'à partir du moment où on cesse de considérer uniquement le symptôme comme un problème, ce qu'on a déjà parcouru 1000 fois dans ce podcast, mmh. on commence à regarder autrement ce qu'il nourrit. Tout à l'heure, tu disais ce qui l'alimente, je crois, Ouais. ce qui le maintient et ce qui pourrait permettre davantage de liberté dans nos quotidiens. Et moi, c'est d'ailleurs ce que souvent me disent les professionnels que je forme, c'est que ce changement de regard, en fait, transforme profondément la manière d'accompagner. Et c'est vraiment ce que je souhaite pour toutes les personnes qui souffrent de leur rapport à l'alimentation. Mmh. En tout cas, merci encore infiniment Ariane pour ta Merci présence à et toi. pour la qualité de tes propos. J'espère du fond du cœur, mais je n'ai pas trop de doute, que ça aura éclairé la lanterne des personnes qui nous auront écoutés. J'espère aussi, et s'il y en a qui souhaitent peut-être, approfondir le sujet de ce dont on a parlé aujourd'hui, moi je peux vraiment conseiller le livre de Russ Harris qui s'appelle «Le piège Mmh. du bonheur», qui parle très bien de tout ça, et qui, illustre. Il y a une version illustrée d'ailleurs si vous préférez. Moi je sais que je préfère que de lire des pavés. Il y a 2 versions, et de pas hésiter parce que, ça donne, la théorie de tout ce qu'on vient de se raconter, mais ça donne aussi plein d'exercices pratiques pour pouvoir Mmh. s'entraîner à tout ce qu'on a raconté aujourd'hui. L'acceptation, la diffusion, l'engagement, dans des actions en lien avec, nos valeurs. Voilà, je pense que ça peut être, quelque chose de très utile, donc n'hésitez pas. Ah, merci beaucoup. Je mettrai dans les notes de l'épisode. Et c'est vrai que l'activisme, on n'en a pas parlé. Bon, j'en ai déjà Mmh, parlé dans ce podcast, mais je mmh. vais m'arrêter ici. Mais ça peut être aussi une pierre intéressante à poser à Carrément, l'édifice. Mmh. carrément. Merci en tout cas encore, Merci Julie, encore c'était un Ariane. plaisir. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode d'En cas de tracas. Si vous êtes professionnel ou que vous êtes en projet de reconversion et que vous souhaitez aller plus loin, ma formation Accompagner et créer sa propre méthode en alimentation émotionnelle est là pour ça. Vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode.
Et si le contenu vous a parlé, pensez à le partager ou à laisser un avis. Je sais, ça peut être pompeux d'entendre ça à chaque fois, mais ça compte vraiment beaucoup pour faire passer le message et pour permettre à ce podcast d'acquérir de la visibilité. Alors je vous dis merci et à très vite dans un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.